Scott Ritter nous rejoint maintenant. Plus tôt cette semaine, j'ai lu votre article de recherche sur les décès en Ukraine. Et c'est ce dont je pensais que nous parlerons et peut-être que nous y arriverons. Mais avant d'y parvenir, si nous le faisons, bien sûr, nous devons parler de l'annonce que le président Trump a faite hier. Excusez-moi, c'est juridique, c'est politique, c'est moral, c'est des implications pratiques. Je parle bien sûr de cette déclaration hors mur en présence du Premier ministre Netanyahou, selon laquelle les États-Unis acquériront et posséderont Gaza. Maintenant, j'ai marre de regarder l'annonce, mais si vous voulez que nous la jouons, nous la jouerons à nouveau pour vous. Non, je le connais intimement, malheureusement. Pour commencer, discutons des implications pratiques et géopolitiques des propos du président. Tu sais, je suis vraiment ici non pas pour défendre du tout ce que Trump a dit. Mes chiens ne sont pas non plus là pour défendre ce que Trump a dit. J'espère qu'ils se calmeront en une seconde seulement. Nous sommes confrontés à une situation dans le monde où il y a un vide de leadership. Nous sommes dans un environnement où les États-Unis sont en déclin et il n'y a personne pour combler ce vide. Et ce qui se passe, c'est que certaines situations dans le monde ont tendance à se détériorer sans aucun contrôle. L'une de ces situations se trouve au Moyen-Orient. Le conflit israélien-palestinien est un conflit qui a été traîné sans solution. Trump est un autre type de leader, un leadership détester le vide et quand vous voyez un vide, il y va. Donc ce que Trump, je crois, essaye de faire ici, c'est de résoudre le conflit palestinien-israélien. Maintenant, il n'y a rien de finesse chez lui. Il ne va pas faire les affaires comme d'habitude. Mais je pense que nous devons prendre ces déclarations avec un grain de sel très lourd, ce qui signifie que nous ne les prenons pas littéralement. Le public, je crois, se tenait juste à côté d'elle, Benjamin Netanyahou. Je crois que Trump avait fondamentalement mis en avant Netanyahou. Tu as échoué. Vous n'avez pas résolu le problème de Gaza. Israël ne voit pas de solution. Je fais. Et c'est ça. Et c'est une solution scandaleuse. C'est quelque chose qui n'a aucun sens moralement, juridiquement, éthiquement, vous le nommez. Il n'y a rien qui ait de sens. Dans la Maison-Blanche avec Netanyahou à côté, à honteux Netanyahou. Daniel était très mécontente. C'était embarrassant. Pour Israël, Gaza est un problème à résoudre, mais Israël ne semble pas y parvenir. Alors ce que Trump a fait, il va le résoudre. Pourquoi? Peut-être qu'il regardait Mme Eggleston dans le public. Je ne pense pas qu'il rayait, je pense qu'il grimait. Je regardais ses mains blanches et les jointures. Je pense que cet homme a été surpris en retournant et en regardant. Peut-être que tu auras une opinion différente. Quand Trump parle, vous voyez juste les yeux de l'autre, il est juste assis là et regarde bizarrement. C'est vrai. Nous allons le faire parce que Chris, mon producteur exécutif, a zoomé sur le visage et ses mains de Netanyahou. Ça fait 82 secondes. Nous en sommes marre, mais regardons-le et vous pouvez le commenter. Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et nous y ferons un travail aussi. La posséderont et seront responsables de démanteler toutes les bombes non explosées dangereuses et d'autres armes sur le site. Niveau le site et se débarrasser des bâtiments détruits. Niveau Hideout. Créer un développement économique qui offrira un nombre illimité d'emplois et de logements aux habitants de la région. Nous parlons ce soir de la prise de contrôle par les États-Unis d'un territoire souverain. Quelle autorité vous permettrait de faire cela? Tu parles d'une profession permanente là-bas? Reconstruction. Je vois une position de propriété à long terme et je vois qu'elle apporte une grande stabilité à cette partie du Moyen-Orient et peut-être à tout le Moyen-Orient et à toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé. Ce n'était pas une décision prise à la légère. Tout le monde avec lequel j'ai parlé aime l'idée que les États-Unis possèdent ce morceau de terre, développent et créent des milliers d'emplois avec quelque chose qui sera magnifique. Je ne veux pas être mignon, je ne veux pas être un homme sage, mais la Riviera du Moyen-Orient, c'est peut-être quelque chose qui peut être si mauvais. Cela pourrait être si magnifique si nous pouvons obtenir une belle zone pour réinstaller les gens de manière permanente dans de belles maisons et où ils peuvent être heureux sans être abattus, tués, couteau à mort comme ce qui se passe à Gaza. Pourquoi voudrait-il revenir? L'endroit a été l'enfer.
C'est l'enfer à cause des meurtriers de masse et des criminels de guerre assis à côté de vous, financés par votre prédécesseur et maintenant financés par vous. Avant de répondre, Caroline Leavitt, secrétaire de presse, a affirmé il y a quelques minutes que Trump avait dit au Premier ministre Netanyahou à l'avance ce qu'il allait dire. Je ne sais pas si c'est exact. Quand vous regardez ses mains et son visage, c'est comme « Oh, ouais, je dois écouter ça. Vas-y, Scott, s'il te plaît. » Non, encore une fois, je ne suis pas du tout là pour défendre Trump. J'essaye de mettre cela en perspective parce que sinon, vous voudriez faire engager ce type. Il doit y avoir une méthode à sa folie. Il faut chercher ça. Et ce que je veux dire, c'est que personne n'a une solution actuellement. Personne d'autre n'a proposé une solution. Tous ceux qui ont dit non à ce que dit Trump, et c'est la bonne réponse, non, vous ne pouvez pas faire ça. Personne ne vient et ne dit pas. Mais voici une alternative. Voici quelque chose d'autre. Je pense que ce que Trump a fait, c'est proposer quelque chose de tellement scandaleux que les gens seront obligés de trouver une autre solution. Je parle du monde arabe, de l'Europe, de la Russie et de la Chine. Je parle de tout le monde. Personne n'a trouvé une solution viable au conflit israélien. Oh non, ce n'est pas l'option de Trump qui a pris les 100 millions de dollars. Donc il va devoir jouer au jeu de, vous savez... Trump a reçu des pots de vin. Restez simplement heureux de Mme Adelson. Fondamentalement, on lui a dit de, vous savez, ouais, gardez les Israéliens heureux. Mais encore une fois, ce que Trump a fait, c'est venir là-bas et dire, tu sais, tu ne peux pas résoudre la Gaza. C'est littéralement ce qu'il a dit. Il a dit que l'homme à côté de moi ne pouvait pas résoudre ce problème. Alors je vais le résoudre. Mais c'est une proposition tellement audacieuse et ridicule qu'il a faite. Je pense que dans son esprit, écoute, Trump est un négociateur d'un point de vue commercial, pas d'un point de vue diplomatique. Dans une négociation commerciale, une grande affaire immobilière, si l'autre partie dit non, ils partiront. Ils partent. Ils sont partis, affaire terminée. Ce que Trump cherche, c'est la contre-offre. C'est la mentalité d'un homme d'affaires. Un courtier immobilier de New York fait une proposition scandaleuse, mais les gens veulent cette propriété. Donc ils disent non, mais présentent une contre-offre. Maintenant, ils ont une base pour négocier. Je pense que c'est ce que Trump essaie de faire ici, parce qu'il n'y a aucun moyen sur la terre de Dieu de suivre quelque aspect de cela, je crois, parce que cela ferait simplement l'Amérique l'un des plus grands criminels de guerre de l'histoire moderne. Et ce n'est pas une image du peuple américain que veut. Pouvez-vous imaginer que vos compagnons de Marines frappent à la porte des gens avec des baïonnettes à l'extrémité de leurs fusils et disent qu'il est temps que vous partiez? Les États-Unis possèdent sa propriété. Oui, bien sûr, ils le feraient. Nous l'avons fait à Bagdad, à Kaboul, en Afghanistan. Nous le faisons partout où on nous ordonne parce que c'est légal. Les Marines ne peuvent pas juger la constitutionnalité de l'ordre qu'ils ont donné le commandant. C'est un ordre illégal, mais devrait être donné pour occuper un morceau de territoire, prendre le contrôle du territoire et, vous savez, déplacer une population. Écoute, nous l'avons fait au Vietnam. Nous déplacerions les habitants du sud de la Vietnam des villages dans les zones sûres. Est-ce immoral? Oui. Est-ce illégal? Non. Mais je ne pense pas que les Marines veuillent le faire. J'espère que les commandants de la Marine diraient au président, Monsieur le Président, nous ne le faisons pas. Ce n'est pas acceptable. Mais ce zioniste nationaliste arch-chrétien, qui est maintenant secrétaire d'État, il adorerait une autre croisade au Moyen-Orient. Tu veux dire le secrétaire à la Défense? Désolé, je voulais dire défense. Le secrétaire d'État était en Amérique latine. Il n'était même pas avec Netanyahou et Trump hier, non. Il l'était. Attends une autre fois. Mais regarde, le secrétaire à la Défense ne dirige pas un combat. Il est le chef du ministère de la Défense. Mais ceux qui dirigent les troupes sur le terrain, qui commandent les troupes, ils sont responsables des actions des troupes. J'espère que chacun d'eux, les portes aveugles de la côte, dirait « Monsieur le Président, ceci n'est pas adapté aux troupes américaines. » C'est une mission. En vérité, chaque aspect de cette mission nous prépare à un échec. Monsieur le Président, nous ne voulons pas échouer. Nous ne perdrons pas, Monsieur le Président. Nous tuerons tout le monde sur le sol, c'est ce que nous faisons. Vous ne voulez pas que nous fassions ça, Monsieur le Président, parce que cela ne reflètera pas, ni sur vous, ni sur le cœur, ni sur le pays. S'il vous plaît, ne nous forcez pas à faire cela, Monsieur le Président. Il doit y avoir une meilleure solution.
Quand les troupes américaines rentrent chez elles dans des sacs mortuaires, Au bon sens, ça n'a dérangé personne avant. la proposition de Trump est donc inefficace, immorale, illégale, inconstitutionnelle, et son peuple a commencé à reculer un peu, a dit Caroline Leavitt. Eh bien, ce serait une démographie temporaire. Je ne sais pas ce que cela constituerait. Le peuple palestinien ne quitte pas Gaza quand Netanyahou laisse tomber des bombes américaines de 2000 livres sur leurs tentes. Ces gens ont passé 15 mois de bout à bout avec l'IDF et ont combattu l'IDF à un stade et en effet ont forcé l'IDF à se retirer de Gaza. The IDF didn't win this war. Le Hamas a gagné cette guerre et le peuple palestinien a montré qu'il avait la résilience et les choses appropriées pour la résister. Ils ne l'ont pas fait depuis 15 mois juste pour se plier comme une maison de cartes parce que Donald Trump dit que l'Amérique veut transformer les gars en terrain de golf. Donc c'est la stupidité. Le Hamas existe non seulement, il est plus fort qu'il n'ait jamais été politiquement grâce à la victoire qu'il a remportée sur les Israéliens et les Gazans de Palestine. Ils ne vont pas abandonner cette terre. Vous avez vu 1 million d'entre eux alignés pour retourner dans le nord de Gaza, une terre déserte. Ils le savent, mais c'est leur maison, c'est leur terre, et Donald Trump ne va pas leur la prendre. Je vais jouer un clip de Caroline Leavitt. C'est il y a quelques minutes. Et l'une des journalistes, c'est une réponse très scarcée qu'elle donne, et j'aimerais qu'elle en commente. Au moins, à mon avis, c'est snark. Ça commence par l'un des journalistes lui dit « Qui est propriétaire de Gaza ?» Coupé 17 questions de Chris. Premièrement, le président a utilisé hier le mot permanent pour les Palestiniens, réinstallés en permanence. Je t'entends dire temporairement aujourd'hui. Est-ce un changement ou un changement spécifique que vous souhaitez mettre en évidence? Ma deuxième question est que hier, il a parlé de la possession de Gaza par les États-Unis. Qui possède maintenant Gaza et comment les États-Unis acquériraient-ils la propriété? Eh bien, la Gaza est actuellement dirigée par des terroristes iraniens soutenus au Moyen-Orient, le Hamas, que nous sommes tous d'accord. Je pense que tout le monde dans la région est d'accord avec ce qui ne peut plus supporter. Regardez simplement les événements du 7 octobre dans les événements depuis. Et le président s'est encore engagé à reconstruire la région pour tous ceux qui veulent y retourner une fois qu'elle n'est plus un site de démolition. Et c'est un endroit où les gens peuvent vraiment vivre et prospérer en harmonie, comme il l'a dit hier soir. Ces mots, pas les miens, Daniel. Réinstallation permanente contre réinstallation temporaire. Le président a clairement indiqué qu'ils doivent être temporairement déplacés hors de Gaza pour reconstruire cet effort. Encore une fois, c'est un site de démolition en ce moment. Ce n'est pas un endroit habitable pour aucun être humain. Et je pense que c'est en fait assez mal de suggérer que les gens devraient vivre dans des conditions si délicieuses. Je ne pense pas qu'elle sait de quoi elle parle. C'est mal de suggérer que les gens devraient vivre tellement. Chérie, je suis désolé, je ne devrais pas l'appeler comme ça. Je m'excuse pour ça. Elle doit comprendre que les États-Unis ensemble, Israël a créé cette situation inhabitable. Et encore une fois, les Palestiniens obtiennent le vote. Ils sont les seuls à obtenir le vote. Vous n'avez pas de vote. Le président n'obtient pas de vote. Les Israéliens ont essayé de voter, mais ils ont perdu. Les seules personnes qui ont obtenu un vote sont les Palestiniens. Et en ce moment, ils ont voté avec leurs pieds, ce qui signifie qu'ils planifient leurs pieds de flotte directement sur le sol. Et tu sais, tu peux lancer des étiquettes, tout ce qu'elle veut. L'Iranien a soutenu divers aspects. Il gagne jusqu'à ce qu'il ne gagne pas. Les États-Unis veulent maintenant combattre le Hamas. C'est un tout autre problème. Ce serait une guerre de choix. Le Hamas ne nous menace pas du tout. Nous mettons le nez dans les affaires de quelqu'un d'autre. Ce nez de l'autre côté. Israël s'est gravement cassé. Je ne pense pas que le Hamas va nulle part. Et en fait, plus nous les opposons, plus ils deviennent forts. J'ai toujours affirmé que la meilleure façon de traiter avec le Hamas, c'est de négocier avec eux. Dans les années 1990, je le disais déjà aux hauts responsables israéliens. Cela responsabilise le Hamas pour qu'ils prennent les négociations au sérieux. La meilleure chose que Donald Trump puisse faire est d'envoyer un envoyé spécial à Gaza pour rencontrer le Hamas et dire « OK, vous êtes les dirigeants maintenant. » Quelle est votre proposition? Si tu n'as pas de solution, j'en trouverai une. Quelle est votre proposition? Détaillons-la.
mais parce que cela oblige le Hamas à cesser d'être le mouvement de résistance et à commencer à être un mouvement politique responsable des besoins et des souhaits du peuple sur la scène internationale. Mais personne ne semble vouloir suivre cette voie. Pas aux États-Unis, pas en Israël, pas dans le monde. Pensez-vous que les médias américains, les médias occidentaux et les politiciens américains, qu'ils soient républicains ou démocrates, ne prennent pas cela au sérieux? Où est-ce la routine de Nixon quand il a bombardé le Cambodge? Kissinger a dit qu'il penserait que tu étais fou. Et a dit Nixon, je veux qu'il pense que je suis fou. Tu sais, celui de Nixon était, tu sais, je vais faire exploser le monde. Nous allons faire ça. Trump est que je construis un terrain de golf. Je construis la nouvelle Riviera. Je vais mettre dans Trump Palace peut-être des casinos. Tu sais, ce sera merveilleux et génial et tout ça. Vous savez, c'est un monde de fantasmes qu'il construit, mais ce n'est pas, vous savez, le résultat n'est pas fou. C'est le chemin vers ça. C'est la folie. Je veux dire, déménager physiquement 9 millions de personnes contre leur volonté. Vous allez devoir entrer dans M. Trump et tuer 20 à 30 000 combattants du Hamas qui sont clandestins. Ils n'abandonnent pas. L'Égypte ne veut pas les prendre. L'Égypte a déjà déclaré qu'elle ne prendrait pas les combattants de la résistance. La Jordanie les refuse aussi. Les gars du Hamas sont là. Tu vas devoir les tuer tous. Président, êtes-vous prêt à le faire? Ce sera une bataille sans précédent dans l'histoire moderne de l'armée américaine. Pensez à une combinaison de Stalingrad et d'Iwo Jima. C'est un enfer à la surface et en dessous, avec des tunnels et des ruines. Et les gens qui y se battent depuis 15 mois le savent à l'intérieur et à l'extérieur. Nos troupes entrent et ne savent rien. Nous sommes très agressifs. Nous traquerons, bloquerons et anéantirons, mais ils tueront beaucoup d'entre nous dans le processus. En passant à votre paix sur l'Ukraine et la mort, pourquoi Donald Trump aurait-il soit consciemment mal déclaré le nombre de morts russes en Ukraine, soit être susceptible de faire face à des données très inexactes sur lesquelles il s'appuyait lorsqu'il a dit des choses aussi absurdes qu'1 million de soldats russes ont été tués? Je vais accorder une faveur à la Russie car leur économie est en échec. C'est une guerre complètement ridicule. Si le président Poutine, je paraphrase, ne s'assoit pas et ne parle, je n'aurai pas d'autre choix que d'augmenter le niveau de non. Il ne sait pas de quoi il parle. Impôts, tarifs, sanctions sur tout ce qui est vendu par la Russie aux États-Unis. De quoi diable parle-t-il? C'est un trompe, vous savez. Les gens parlent du syndrome délirant de Trump ou quelque chose de cette nature. Il s'est trompé. C'est un homme qui a fait un résultat politique qu'il veut, la fin de la guerre, mais c'est aussi un résultat qu'il ne peut pas accepter la réalité, ce qui signifie qu'il ne peut pas permettre la fin de la guerre aux conditions de la Russie, parce que cela, bien sûr, n'expose pas le genre de force qu'il essaie d'exposer. Il doit donc dicter le résultat, la solution, et pour le justifier, il doit acheter des données qui soutiennent la voie qu'il a choisie. Tout le monde sait que les Russes gagnent, mais il doit faire sembler cela. Avec un peu de pression des États-Unis, les Russes pourraient perdre. Actuellement, ils cherchent à ruiner l'économie russe et à faire baisser le prix du pétrole à 45 $ le baril. Je lui demanderai ce que cela signifie pour le pétrole du Permien occidental au Texas. Cela détruit l'économie pétrolière américaine. Nous aurons une baisse de 30% de la production de pétrole. Maintenant, nous pourrions aller au Canada. Mais non, nous avons irrité beaucoup de pays. Nous ne pouvons obtenir de pétrole ni du Canada, ni du Mexique, ni du Venezuela. Notre économie va s'effondrer à cause de cette tentative de jouer les durs face à une économie russe basée sur le pétrole qui produit à 12 $ le baril. Même à 45 $, ils gagnent encore de l'argent. Pas assez pour leur budget, mais assez. La Russie pourrait supporter 2 ans de dépenses déficitaires. Nous, en revanche, effondrerons notre économie pétrolière. Il ne sait absolument pas de quoi il parle au Vietnam. Le général Westmoreland visitait et informait les gens en 1967 sur comment nous éliminons tout le Viet Cong. Nous réduisons leurs forces. Ils chutent à 200 000. Une fois en dessous de 200 milliers, un déclin irréversible qu'ils ne peuvent éviter. La guerre sera finie dans 1 an. Envoyez plus de troupes, Monsieur le Président, le peuple américain. Nous allons triompher. Nous allons triompher. Nous allons triompher.
Au début de 1968, le Viet Cong a lancé une offensive tête. Pourquoi? Ils avaient 600 000 soldats au lieu de 200 000. Nos chiffres étaient tous erronés et nous avons perdu la guerre. Le problème est que McNamara le savait en mai. Il savait qu'il mensongeait sur les chiffres, mais il était coincé dans un piège politique de son propre création. Et alors, il a continué à mentir, à mentir et à mentir. Et des milliers d'Américains qui ont Trump savent que les chiffres qu'il y fait ne sont pas vrais. Pourquoi? Parce qu'il change les chiffres tout le temps. Il change ses chiffres en fonction de qui chuchote une oreille. Mais il ne peut pas être assez ignorant pour ne pas faire appel à quelqu'un pour dire « Non, les vrais chiffres sont cela, Monsieur le Président ». Cependant, les chiffres ne soutiennent pas les politiques qu'il veut imposer. Les chiffres montrent que la Russie gagne non seulement, mais de manière décisive. Leur économie sanctionnée prouve que nous ne pouvons pas la toucher. Enfin, un homme déclare « Vous savez, j'ai rencontré Vladimir Poutine 5 fois directement et nous avons eu environ 12 appels téléphoniques. » Il prétend connaître Poutine, mais pas vraiment. Vous voyez, le seul numéro qu'il manque est 27 000 000. La raison pour laquelle je le soulève est que c'est le nombre de morts que l'Union soviétique a perdu dans la Seconde Guerre mondiale pour combattre et gagner une guerre de survie existentielle. Les Russes considèrent ce conflit ukrainien comme une guerre de survie existentielle. Ils vont tout prendre, payer ce qu'il faut pour gagner cette guerre. Ils ne vont pas reculer ni se rendre, ne vont pas conclure de cessez-le-feu. Ils vont persévérer jusqu'à la victoire. Et si Trump ne veut pas aider à mettre fin à la guerre plus tôt, cette guerre se poursuivra. Et puis, il y a des chiffres supplémentaires. Voyez, la vie de McNamara a coûté aux Américains environ 4 ou 5 000 autres morts. La vie de Trump va coûter à l'Ukraine 100 000 autres morts, peut-être plus. Le sang qu'il dit qu'il ne veut pas être versé sera sur ses mains à cause de son incapacité à saisir la réalité. Il a vraiment besoin de quelqu'un pour s'asseoir et lui donner des paroles difficiles. J'espère que si Posey Gabbard est enfin, vous savez, amenée en tant que directeur du renseignement national, qu'elle fera ça, qu'elle enverra Keith Kellogg hors de la pièce et qu'elle s'assoira et dira « Monsieur le Président, ce sont les chiffres difficiles, ce sont les réels chiffres. Voici notre expert économique en Russie. Il va expliquer l'état actuel de l'économie russe, pourquoi elle est résiliente et pourquoi elle ne peut pas être facilement détruite. C'est son travail, c'est le directeur du renseignement national. Pourquoi Trump écoute-t-il des gens comme Sebastian Gorka et Keith Kellogg? Parce que Trump s'entourait de oui hommes. Et Trump, vous savez, Trump a une vision et il s'entourait de personnes qui aideront à faire cette vision réalité. Vous savez, le problème avec les gens qui parlent la vérité est que cela signifie que la vision qu'il veut ne se produira pas. Et vous savez, Trump n'est pas enclin à changer sa vision. Non. Est-il au courant que l'aide de Biden à l'Ukraine n'a pas cessé malgré les difficultés? L'aide militaire n'a jamais fermé, vous savez, ce que nous devons réaliser. Cependant, ce Congrès n'a pas adopté de nouveaux fonds. Donc, tout ce qui y coule en ce moment, c'est que l'argent est la fin de l'argent qui a été passé sous Biden. Il n'y a toujours pas de nouvel argent disponible. Cependant, nous savons que cela s'est produit parce que même lorsque les gens parlaient de fermeture, Trump autorisait les batteries de missiles Patriot à être restaurées et préparées pour le transport. Transporter 90 missiles Patriot en Pologne et en Ukraine n'est pas gratuit. C'est un problème de comptabilité car ce sont des équipements américains provenant d'Israël. C'est le nôtre et nous le transférons. C'est de l'argent. Donc, vous ne pouvez pas le faire s'il y a un gel de l'aide. Je pense donc que bien que les programmes d'argent et de soutien civil de l'USAID aient été mis fin, le côté militaire continue de se rendre. Nous donnons donc toujours des armes à Netanyahou pour tuer des Palestiniens innocents et nous donnons toujours des armes à Zelensky pour résister à l'inévitable triomphe militaire russe. Écoute, je vais te montrer la folie de ce qui se passe ici. Les missiles patriotes envoyés sont vieux et inefficaces. Ils ne peuvent pas abattre les missiles russes modernes. Les batteries patriotes en rénovation seront détruites dès leur arrivée sur le champ de bataille. Nous n'aidons donc pas les Ukrainiens, seulement les inciter à se battre et mourir. Combien de temps la guerre en Ukraine peut-elle durer? Ou la nouvelle Ukraine peut durer tant que la Russie veut qu'elle dure. La guerre prendra fin lorsque la Russie le décidera. La Russie est prête, elles adoptent des budgets et se préparent à l'industrie de la défense pour que cette guerre dure 2 ou 3 ans, puis après ce temps, elles réévalueraient et reconfigureraient. Mais économiquement, ils prévoient que cette guerre dure 2 ou 3 ans. Leur militaire a mis en place un plan pour maintenir la main-d'œuvre et l'équipement.
La Russie ne manque pas d'hommes, la Russie ne manque pas d'équipement, et l'économie russe est orientée à la soutenir. Et surtout, ils ont un leadership politique dédié à cette tâche. Cette guerre pourrait encore durer 2 à 3 ans. L'Ukraine ne peut pas supporter encore 2-3 ans. Le chef du renseignement ukrainien dit qu'ils sont morts cet été. Ce n'est pas Scott Ritter, c'est ce que Boudanov dit que c'est fini. Nous avons fini cet été parce que tout nous manquait vraiment. Y a-t-il eu récemment un assassinat en Moscou de quelqu'un proche du président Poutine? Une bombe explosée chez un kamikaze dans un immeuble d'appartement de luxe. Circassien était le nom de famille, ouais. Je ne sais pas si la personne est morte. Apparemment, il y avait une attaque. Une explosion a eu lieu quand cette personne passait dans le hall. Une bombe serait dans le plafond, bien qu'il n'ait pas encore identifié précisément la source. Cela a tué un civil, blessé cette personne et d'autres. Mais la cible de l'attentat semble avoir survécu à l'attaque. OK, cette personne s'appelait chef de l'équipe de mort de Vladimir Poutine. Il a été tué dans son appartement de luxe à Moscou. Ouais, je dois aller faire des recherches. S'il est mort, alors c'est une nouvelle pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Dans l'esprit du Kremlin, ont-ils déjà gagné la guerre? Je veux dire, je pense que le Kremlin croit qu'ils sont sur le chemin de la victoire, mais je ne pense pas qu'ils comptent leur poulet avant qu'ils éclosent. Je pense qu'ils ont une approche très patiente, une approche très pragmatique, une approche conçue pour maximiser les pertes ukrainiennes et occidentales et minimiser les pertes russes.